Mardi 31 mai, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Dans les titres ce soir, en marge de la 6e édition du CITIC Africa, le Premier ministre Patrick Achi a reçu aujourd'hui le ministre tunisien des Technologies et de la Communication. Nizar Ben Neji est venu partager avec la Côte d'Ivoire l'expérience de son pays en matière d'économie numérique. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi criminalisant l'acquisition, la conservation, la détention des armes biologiques. Un projet de loi relatif à l'application de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines signée par la Côte d'Ivoire en 2016. Les sans-papiers, les personnes en situation irrégulière en France se chiffrent entre 200 et 400 000 personnes. Elles travaillent au noir. Comment cette économie parallèle fonctionne-t-elle? Comment ces Africains et Ivoiriens s'en sortent-ils au quotidien? C'est le sujet EcoPlus ce soir. Et puis en Russie, de nombreuses entreprises occidentales ont suspendu leurs activités et sont de plus en plus nombreuses à acter leur départ du pays. Bienvenue, bonsoir à tous. Le ministre tunisien des Technologies et de la Communication reçu ce mardi par le Premier ministre Patrick Achi. Une rencontre en marge de la 6e édition du Salon international des technologies de l'information et de la communication. Nizar Ben Neji partage avec la Côte d'Ivoire l'expérience de son pays en la matière. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération avec la Tunisie dans le domaine du numérique. Le pays abrite depuis lundi la 6e édition du Salon international des TIC, qui veut renforcer la coopération entre les pays africains dans ce domaine. Ce mardi à la primature, le Premier ministre a eu une séance de travail avec la délégation. On a mis l'accent sur l'importance du domaine des TIC pour les jeunes, pour les entrepreneurs, pour nos entreprises. C'est un domaine qui donne de la chance pour les jeunes, c'est un domaine pour créer de la richesse, créer de l'emploi. C'est le domaine de l'avenir. Donc cette 6e édition du CITIC, elle est à Côte d'Ivoire cette année et peut-être la prochaine édition aussi, elle sera peut-être à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Une coopération tuniso-ivoirienne ne va être que bénéfique pour tous les pays africains. Développement des infrastructures numériques, du cloud, des centres de données ou encore de l'intelligence industrielle. Autant de sujets abordés qui permettront de développer un climat favorable à l'entrepreneuriat numérique. Il est important que dans le cadre d'une coopération sud-sud, nous puissions prendre exemple sur des pays qui ont des avances sur nous dans certains domaines et que dans un vrai échange, dans un vrai partage d'expériences, nous puissions nous inspirer des bonnes pratiques et que eux aussi, ils puissent prendre exemple sur les quelques modèles que nous avons. Ce salon nous a permis de voir des start-up ivoiriennes, notamment dans l'e-agriculture, qui sont très évoluées et qui ont atteint un certain niveau de maturité qui nécessite un accompagnement pour qu'elles aillent encore plus loin dans le développement de leur entreprise. La Tunisie participe au CITIC 2022 qui prend fin le 1er juin avec le village tunisien de l'innovation. L'acquisition, la conservation et la détention d'armes biologiques est désormais un crime devant la loi ivoirienne. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés après la présentation faite par le ministre d'État, ministre de la Défense. Le point de Moussa Konaté. Vous avez ici un drone de cartographie qui permet de survoler des plantations et par la suite avoir les informations sur l'état et la santé des plantes. Tout derrière, vous avez le drone de pulvérisation qui est un drone qui permet de faire de l'épandage par drone. Et avec ce drone, on est capable de couvrir 1 hectare en 9 minutes. Solutions technologiques pour réduire les efforts humains, accroître la productivité et favoriser le développement. C'est tout le sens du Salon international des technologies de l'information et de la communication, CITIC Africa 2022, qui a démarré ce lundi 30 mai au Sofitel Ivoire. Plus de 150 exposants venus avec des réponses numériques aux problématiques contemporaines. Nous aidons les villes, les industriels à réduire leur consommation d'électricité, d'eau, de carburant
à travers une panoplie de solutions. Vous le voyez ici, à travers des solutions qui vont du poulailler intelligent à la serre intelligente, à l'industrie 4.0. Si je prends par exemple la consommation énergétique, ça se fait à travers la mise en place de capteurs, tels qu'on peut en voir ici. C'est des capteurs connectés et intelligents qui permettent de savoir quels sont les équipements qui sont connectés, s'il y a l'efficacité énergétique est atteinte ou pas. Initié par la Tunisie depuis 2016, le salon réunit annuellement la crème des entreprises, des experts, des startups du secteur des TIC ainsi que des décideurs politiques du continent. En termes de technologie, donc la Tunisie elle est en train de travailler sur plusieurs axes. Bon, essentiellement, on peut citer le fintech, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est solutions qui sont développées autour des données, autour de l'exploitation des données appliquées à plusieurs domaines, la santé, le transport, l'éducation. Cette plateforme de découverte et de réseautage est une aubaine pour la Côte d'Ivoire qui ne cache pas ses ambitions de développement de l'économie numérique. Pour nous, c'est une belle opportunité. C'est un partage, je dirais, entre expérience tunisienne et expérience ivoirienne qui pourrait permettre donc de développer les meilleures pratiques et permettre à chaque pays de bénéficier de l'expertise donc de chacun des opérateurs dans les différents domaines. 2000 rencontres B2B sont annoncées. Le CITIC 2022, qui prend fin le 1er juin prochain, attend 6000 visiteurs professionnels. Ce salon international des technologies de l'information et de la communication est donc ouvert à Abidjan depuis hier lundi. Parlons maintenant de ce projet de loi adopté à l'unanimité par les députés. Il criminalise l'acquisition, la conservation et la détention d'armes biologiques. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire renforce ses engagements en matière de lutte contre les armes biologiques. Devant les députés membres de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de la Défense expose sur le projet de loi relatif à l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur les lieux de destruction. Projet de loi adopté à l'unanimité. C'est un acte important qui vient d'être posé. S'il est vrai que la Côte d'Ivoire ne produit pas d'armes biologiques ni des pays environnants, mais comme vous le savez, la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble, d'un environnement mondial dans lequel effectivement des pays produisent ce type d'armes. Il est bon qu'en tant que pays responsable, nous puissions adhérer à cette interdiction. C'est ce acte qui vient d'être posé. Nous ne pouvons que nous féliciter de la hauteur de vue des députés qui, à travers les questions, les observations qui ont été posées, ont fait montre d'une compréhension parfaite des enjeux de ce texte. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'application de la convention signée par la Côte d'Ivoire en 2016 sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines. Il criminalise la fabrication, l'acquisition, la conservation, la détention et l'utilisation illicite d'agents biologiques et toxines. Dans le même temps, l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se prépare. Adama Bictogo a déposé ce mardi ses dossiers de candidature pour le compte de son parti, le RHDP. Moussa Konaté. Je vous prie donc de bien recevoir donc, mon acte de candidature. Adama Bictogo dépose sa candidature pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Le candidat du RHDP se félicite de la confiance de son groupe parlementaire. Il exprime sa gratitude au président du parti, Alassane Ouattara. Je voudrais donc lui dire merci, lui exprimer ma reconnaissance, mais surtout l'assurer de ce que l'homme de mission qu'il a produit est donc en mission. Et je voudrais, pour la réussite de cette mission, reposer sur la cohésion de l'ensemble de tous les députés. Mais en particulier, je voudrais reposer d'abord sur les députés RHDP, qui par la mobilisation exceptionnelle de ce matin, montrent clairement qu'ils sont tous inscrits dans la décision, dans l'orientation qui nous a été donnée par le président de notre parti, son Excellence Alassane Ouattara. Dans cette conquête de la présidence de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo sera en compétition avec Jean-Michel Amakou. Le député d'Agné Bilokoro sous-préfecture a déposé sa candidature le 23 mai dernier.
On l'appelle déjà la candidature de l'audace. Oui, c'est une candidature de l'audace. Ma volonté de faire acte de candidature est une volonté exprimée par un député de la nation que je suis. D'abord ça, parce que je suis député de la nation. C'est une volonté personnelle. Je fais partie d'un groupe parlementaire qui a ses principes, qui a son fonctionnement. Et le président Henri Konan Bédié, certainement, va donner des orientations aussi, ma volonté de faire acte de candidature. J'attends toujours, je veux dire, que je puisse être adoubé. Il finit par le PDCRDA. Les discussions sont toujours en cours, mais je dis, je répète, je suis candidat. Je fais campagne subtilement, je rencontre des députés, j'échange, je fais partager ma vision pour la Côte d'Ivoire, la vision pour performer au niveau de l'administration parlementaire, ma vision pour renforcer notre diplomatie parlementaire. Ce mardi 31 mai marque la date butoir des dépôts des candidatures. L'élection du futur président de l'Assemblée nationale est prévue le 7 juin prochain. De l'Assemblée nationale, nous nous rendons au Sénat et dans le domaine du sport, un projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara a été adopté par les sénateurs. Kader Sogodogo. Le centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Il a été inauguré le 28 octobre 2021 par le président de la République. D'une valeur de 5,6 milliards de francs CFA, il est le fruit de la parfaite santé des relations qui unissent les deux pays. Son bon fonctionnement obéit à la mise en place des organes en charge de sa gestion. C'est tout le sens du projet de loi présenté par Paulin-Claude Danho, ministre des Sports, en sa qualité d'émissaire du président de la République devant les sénateurs, notamment ceux de la Commission des affaires sociales et culturelles. Attribution, organisation et fonctionnement sont contenus dans le projet de loi. Ce centre est un joyau architectural qui permettra avant tout de faire la promotion du taekwondo, une discipline sportive qui nous a rapporté et qui continue de nous rapporter des lauriers sur le plan international. Ce centre va permettre aussi de servir de cadre pour le renforcement des capacités, le renforcement de la formation de la jeunesse et lutter ainsi contre la fracture numérique. Ce centre va permettre enfin de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et favoriser et améliorer leur employabilité. C'est donc un centre multifonctionnel et le Sénat de Côte d'Ivoire vient d'apporter une pierre essentielle à l'action de développement voulue par son Excellence le Président de la République, construire une Côte d'Ivoire où tout contribue à créer des opportunités pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le centre sportif vient placer la Côte d'Ivoire comme plaque tournante du taekwondo en Afrique. C'est fort logiquement que le projet de loi a été validé par les sénateurs. Sécurité alimentaire, une délégation de la Banque ouest-africaine de développement a entamé une mission sur la mise en œuvre du projet Assurance Récolte en Côte d'Ivoire. Avant d'investir les zones de production agricole où même le projet sera implanté, la délégation a échangé avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le point de Jean-Luc Mangbo. Une assurance pour la protection des producteurs agricoles contre les pertes de rendement liées aux aléas climatiques. L'idée fait son petit bonhomme de chemin et cette mission de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, initiatrice du projet, en est une illustration. On est venu pour évaluer le projet qui consiste à mettre en place des primes d'assurance en faveur des agriculteurs et puis accompagner un peu tous ceux acteurs qui interviennent dans le cadre du projet. Le projet, s'il est approuvé, contribuera à un accroissement de la productivité des exploitations agricoles et à une meilleure sécurisation des revenus des producteurs de coton, de riz, de palmiers à huile, d'anacarde et de cacao. C'est une assurance salutaire pour nos producteurs. Souvent, il y a la sécheresse qui sévit et qui décime tout sur son passage. Il en est de même du désert. Et donc, aujourd'hui, la mise en place de cette assurance va d'abord permettre aux banques de pouvoir financer les producteurs.
L'assurance récolte consistera à la mise en œuvre d'un financement de 12 milliards de francs CFA auprès de compagnies d'assurance et d'établissements financiers dans le secteur agricole. Le ministre d'État a plaidé pour une extension de ce projet à d'autres spéculations agricoles, particulièrement les cultures vivrières. Il a été nommé ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie lors du dernier remaniement ministériel. Mamadou Sangafoa Koulibaly a désormais officiellement pris fonction, mettant fin à l'intérim assuré par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Jean-Luc Bangbo. Comme pour mettre un terme aux nombreuses supputations autour de son absence depuis sa nomination au gouvernement le 20 dernier, Mamadou Sangafoa Koulibaly a fait cette précision. Je sais que depuis la formation du nouveau gouvernement, vous attendiez ce moment. Et bien moi aussi. La formation de ce gouvernement est intervenue à un mois de la fin d'un Executive Education dans lequel j'avais été sélectionné quelques années plus tôt à Harvard. Programme que le président de la République a bien voulu m'autoriser à terminer avant de prendre fonction. Mamadou Sangafoa Koulibaly a pris effectivement fonction ce lundi 30 mai, mettant ainsi fin à l'intérim du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana. Tout en témoignant sa reconnaissance au chef de l'État, Mamadou Sangafoa Koulibaly mesure déjà l'ampleur de la tâche qui l'attend. Au niveau de l'énergie, les ménages et les entreprises subissent des ruptures de fourniture d'électricité qui deviennent intempestives. Il nous faut en priorité y faire face. Au niveau des hydrocarbures et produits dérivés, la crise en Ukraine commence à se faire de plus en plus sentir sur les économies du monde entier. Au niveau des mines, le phénomène de l'orpaillage illégal et les trafics de tout genre dans ce secteur restent une priorité à laquelle nous devrons faire face avec plus de détermination. Mamadou Sangafoa Koulibaly a été ministre de l'Agriculture de 2010 à 2019. Désormais ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il est persuadé qu'il faudra surtout négocier la transition énergétique de notre pays vers des énergies propres et pérennes. La chaîne nationale de la télévision RTI s'enrichit d'un nouveau contenu essentiellement dédié au tourisme. Carte d'Ivoire est un magazine de 60 capsules de 2 minutes chacune, produit en partenariat avec Elephant Africa. Patricia Mouetia nous donne des détails sur le contenu de ce nouveau programme. La Côte d'Ivoire est une véritable mine d'or en matière de tourisme, mais qui est à ce jour sous-exploitée. Le projet Sublime Côte d'Ivoire, initié par le gouvernement, vise à faire renaître ces différents sites à travers une stratégie efficace. Dans de telles circonstances, le ministère du Tourisme ne peut que s'associer à un tel engouement avec joie et panache, à un tel vecteur de communication, véritable accélérateur de croissance et de diffusion d'informations touristiques à grande échelle. Dans cet élan, il a été convenu d'un partenariat entre la RTI et Elephant Africa, filiale du groupe Elephant. Ainsi est née Carte d'Ivoire, un magazine riche de 60 capsules d'une durée de 2 minutes chacune. Cette structure s'engage à remettre les attraits touristiques du pays sous les spotlights. Clément Bousson, son directeur général, se félicite de la réalisation d'un tel projet dont l'objectif est de stimuler l'envie de découvrir la Côte d'Ivoire. C'est magnifique la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de diversité de paysages, de cultures. Et je me suis dit, en tant que producteur, c'est mon devoir de mettre en lumière toutes ces richesses. Et c'est comme ça que le programme est né. C'est comme ça que le partenaire a été trouvé avec le ministère du Tourisme, qui partage exactement notre vision. Et bien sûr, le diffuseur, la RTI, qui est notre diffuseur préféré. Ce partenariat avec la RTI est bien scellé et satisfait son directeur général, Fosseni Dambélé. Il se réjouit d'un savoir-faire qui parle de lui-même. Il rassure sur la qualité des différentes capsules. Pour le directeur marketing et communication du groupe, ce nouveau programme viendra enrichir le contenu de la RTI.
Aujourd'hui, il était important d'aller un peu plus loin et de pouvoir donner une pulsion, une envie à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes amies de la Côte d'Ivoire, de pouvoir découvrir ou redécouvrir la Côte d'Ivoire à travers des formats courts de 2 minutes d'une région de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est le tourisme intérieur en fait qui va être développé parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de potentialités que les Ivoiriens eux-mêmes ignorent. Donc d'un côté, vous avez le grand public et les Ivoiriens, les cibles qui vont devoir avoir à faire des choix pour pouvoir on va dire, revoir leur destination. Et de l'autre côté, nous avons les annonceurs, je ne peux pas ne pas en parler, qui ont une très belle opportunité aujourd'hui, à travers des formats très courts, de pouvoir apposer leur image et de pouvoir profiter, on va dire, de ce format inédit qui est à la fois digeste sur la télévision, donc sur le linéaire et sur le digital, sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir être encore plus visible. La conférence de presse de lancement achevée, les premières capsules seront diffusées dès le 11 juin prochain, après l'édition du journal télévisé de 20h. Ce sera un canal d'ouverture de la Côte d'Ivoire au monde. Et les points positifs s'enchaînent pour le groupe RTI. La chaîne officielle YouTube du groupe vient de passer la barre des 2 millions d'abonnés. Et cela juste 2 ans après avoir reçu le trophée du créateur d'or décerné par YouTube et récompensant l'atteinte du 1 million d'abonnés. Une performance qui témoigne de l'intérêt des internautes pour les supports digitaux du groupe RTI qui remercie chacun pour sa fidélité. Voyons maintenant cette enquête dans une économie dite souterraine. Selon les chiffres officiels du gouvernement français, ils sont entre 200 et 400 000 étrangers vivant en situation irrégulière. N'ayant pas le droit de travailler, ces étrangers n'ont d'autre solution pour gagner leur vie que d'être employés au noir. Que renferme ce terme? Comment ces Africains et certains Ivoiriens vivant à l'étranger sans papier arrivent-ils à s'en sortir? Le dossier Éco Plus de notre reporter Cheikh Koné s'intéresse à cette question ce soir. Aujourd'hui, exploité, demain, régularisé. Un chant d'espoir pour faire face à la résignation. Nous sommes dans la commune d'Alfortville en France, devant le siège d'une des plus célèbres entreprises de distribution de colis au monde. Il est 23h. Dans ce froid glacial, Dambélé Moussa et ses 142 collègues travaillent au noir dans cette compagnie. Il y a environ 3 ans. Depuis 5 mois, ils ont décidé de tout arrêter et se faire entendre en décrétant un piquet de grève. C'est une situation qu'on ne peut pas définir. C'est juste l'objectif qui fait qu'on tient la régularisation. Parce que tout le monde sait, sans papier dans ces pays-là, c'est un cauchemar. Tu vis dans la perte, tu te caches. Plutôt vivre dans cette tente de fortune insalubre et réchauffer grâce à du feu de bois que de continuer à accepter des conditions de travail qu'ils jugent précaires, sous-rémunérées et sans protection sociale. On est parti au ministère de l'Intérieur. Une fois, on a été reçu avec les directeurs aussi, qui a dit qu'il y aura un retour, il n'y a jamais eu de retour. La deuxième fois, on est parti chercher les retours et ils nous ont dit « votre situation est devenue secondaire » parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Dambélé et ses camarades multiplient les manifestations sans réel effet pour l'instant. Toutes nos tentatives pour joindre les premiers responsables de l'entreprise sont restées sans suite. Bien au contraire, il nous a été intimé d'arrêter le tournage. Dans le pays, la révolte de ces travailleurs africains sans papier n'est pas un cas isolé. 3 autres piquets de grève ont été organisés en l'espace d'un an sur l'île de France. Et pourtant, le nombre de travailleurs sans papier ne cesse de croître. Officiellement, on en dénombre entre 200 et 400 000, mais les chiffres officieux font état de plus d'un demi-million de personnes. L'économie souterraine alimentée par ces travailleurs invisibles est estimée à un peu plus de 10% de la richesse nationale en France, soit 130 milliards de francs CFA tous les ans. Des chiffres en deçà de la réalité, selon plusieurs sources. Pendant ce temps, la palme d'or des entreprises qui ont recours à ces travailleurs clandestins revient aux entreprises de sécurité. 30 salariés sur 50 sont recrutés et payés au noir. C'est le cas de ces travailleurs venus de la Côte d'Ivoire il y a 4 ans. Pour des questions de confidentialité, nous l'appellerons Marcel. Depuis son arrivée, Marcel enchaîne boulot et poste d'intérimaire dans plusieurs grosses entreprises de la place. Les parents de l'autre côté, ils ne connaissent pas la réalité que vous vivez ici. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui vivez votre réalité. Là, tu n'as pas le choix. Même si, à la fin du mois, le salaire après les ponctions, tout et tout, tu te retrouves avec 2 €. Pour être éligible à cette économie parallèle, Marcel a eu recours à de fausses pièces d'identité qu'il s'est fait établir sur le marché noir à 400 €, environ 260 000 francs CFA.
Une option plus risquée que celle de recourir au papier d'une personne en situation irrégulière, une forme de location qui rapporte gros. Dans son cas, Marcel reverse mensuellement 325 000 francs CFA à son bienfaiteur sur le salaire de 650 000 francs qu'il perçoit. Avoir les papiers de quelqu'un pour travailler, c'est difficile. Parce que si il a des dettes, c'est toi qui vas payer. Et ça te fait un manque à gagner énorme. La nuit tombée pour Marcel est la fin d'une journée faite de peur constante. La peur d'être appréhendé. Chaque jour pour lui est un nouveau défi, celui d'échapper le plus possible au contrôle de tout genre. Ces entreprises qui recrutent au noir sont de plus en plus nombreuses dans l'Hexagone. En 2020, le marché de l'emploi invisible représentait 2,8 millions d'embauches sur un total de 7 millions de recrutements. Conscientes de l'infraction causée, elles ne s'en privent tout de même pas. Elles sont guidées par la part du profit. Ce chef d'entreprise spécialisé dans la livraison de marchandises s'en défend et justifie l'existence de cette économie souterraine. Tu es à la maison, tu es un chef d'entreprise. Un matin, il y a, je dis n'importe quoi, une chaîne de magasins d'alimentation qui t'appelle pour dire, bon, je te donne un contrat, il faut que tu me trouves 50 personnes. Tu n'as pas. Le mec, il vient avec la pièce de son cousin, de son frère, de son ami. Si tu ne le prends pas, tu perds le contrat. Donc, tu es obligé de prendre quelqu'un. Tu n'es pas policier, donc si tu donnes une pièce d'identité, ce n'est pas à toi de savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Bien que bénéfique, cette infraction n'est pas sans risque pour les entreprises. Les contrevenants s'exposent à 5 ans de prison et une amende de 50 millions de francs CFA. Yao Guillaume est entrepreneur ivoirien en France depuis 14 ans. Pour lui, la ruée vers les travailleurs clandestins est en partie due aux personnes en situation régulière. Celui qui est en situation régulière est très exigeant. Il voit son avantage. Moi, je ne vais pas travailler les week-ends. Je suis avec ma famille, je dois rester avec ma femme et mes enfants. Je ne travaille pas le week-end. Les jours fériés, je ne travaille pas. Donc, ils ont beaucoup plus. Donc, quand tu es une PME, que tu as toutes ces contraintes, tu ne peux pas les respecter. Légalement, tu ne peux pas bosser tous les dimanches. Mais des fois, tu es obligé. Quand la personne n'a pas de papier, il bosse tous les dimanches, il s'en fout. Mais lui qui a les papiers, il ne va pas travailler. Et toi aussi, si tu n'as pas de vigile, tu perds le contrat. Les travailleurs sans papier et les vacataires ne sont pas les seuls à avoir recours au travail au noir. Il y a les étudiants africains en fin de cycle. Diane en fait partie. 3 ans après avoir empoché son diplôme de formation, elle peine à régulariser sa situation. C'est en désespérant, vous allez vous retrouver face à une situation que vous allez trouver impossible à passer, mais il faut toujours passer par tout ça pour connaître les failles du système et arriver à trouver sa solution pour son propre problème. Personne ne pourra vous aider à part vous-même. Son titre de séjour étudiant en main, Diane est réduite à des boulots à temps partiel. La législation interdit toute entreprise à embaucher les étudiants à temps plein. Diplômée en marketing de luxe, Diane n'a voit d'autre choix que de se faire recruter et se faire payer au noir. Après plusieurs manifestations et piquets de grève, les voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer un assouplissement du processus de régularisation des travailleurs étrangers sans papier, au regard de leur contribution à l'économie nationale française. Cependant, plusieurs observateurs sont unanimes. Même assouplie, cette réglementation permettrait seulement quelques régularisations de personnes ayant réussi à trouver un emploi dont elles pourront donner la preuve. La fin de cette économie parallèle n'est donc pas pour demain. Une enquête sur une économie parallèle aux dépens des sans-papiers réalisée en France par Cheikh Koné. Et nous revenons en Côte d'Ivoire pour faire maintenant le point de la maladie à coronavirus pour ce 31 mai. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 21 nouveaux cas de Covid-19 sur 710 échantillons prélevés, 19 personnes déclarées guéries et 0 décès. En termes de vaccination, 13 422 150 doses ont été administrées du 1er mars 2021 au 30 mai 2022. Il y a 2 jours, c'était la célébration de la fête des mères, le dimanche 29 mai dernier. Nous allons revenir en images sur ces moments de célébration. Inspecteur d'État en chef, auditrice, chef de service, personnel d'appui, l'inspection générale d'État honore les mères. Professionnels accomplis qui contribuent fortement au succès de l'institution dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Elles ont été exhortées à œuvrer sans relâche aux côtés de l'inspecteur général d'État pour bâtir une administration ivoirienne de qualité au service des populations. Toutes les femmes de l'institution en charge du contrôle des administrations ont reçu des cadeaux constitués de paniers numéraires.
Nguessan Sylvie Dosso, inspecteur général, chef de département, a au nom de toutes les femmes exprimé sa gratitude à l'inspecteur général d'État pour cette célébration qui pour elle marque sa considération. De nombreuses mères dans la joie autour du président de l'ONG Oukademe, Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre. En cette fête des mères, elles reçoivent des pagnes en cadeau. Un geste pour encourager toutes ces mères à contribuer au rayonnement de Bouaké. Les mères du monde rural n'ont pas été oubliées. Le président Touré Souleymane s'est déplacé vers elles les bras chargés de présents, comme c'est le cas ici à Minankro, un village communal de Bouaké. Ambiance festive et joyeuse également dans la commune d'Abobo. Bonjour Tour a déposé ses bagages dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. La communion entre les humoristes et le public a été totale. Parga se reconnaît. C'est dans la cour de la mairie que la ministre d'État, par ailleurs maire d'Abobo, a donné rendez-vous aux populations de sa commune afin de communier avec leurs humoristes préférés. Nous sommes à Bonjour Abobo. Généralement, les gens disent non, les gens refusent de se marier. Toi, tu vas à la mosquée, tu vas à l'église, tu demandes pardon à Dieu, il n'a qu'à te donner un mari. Tu quittes là, tu croises un mécanicien, il te demande ton numéro, tu dis que tu ne donnes pas. Tu sais qui l'a envoyé. Abobo ressemble à l'histoire de Bonjour. Lorsque nous démarrons en 2006, c'était ça. Comment créer la cohésion nationale. Dans plus de 15 ans, nous avons œuvré à cela. La marraine Kandia Camara, saisissant l'opportunité, a invité les populations à la cohésion et à l'union, non sans exprimer sa gratitude au directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. L'humour est thérapeutique, donc pour permettre aussi à nos populations d'oublier un temps soit peu leurs soucis. Nous avons voulu faire plaisir à cette brave population d'Abobo. Merci à tous les responsables de la RTI. Kandia Camara avait à ses côtés de nombreuses autorités venues la soutenir. Bonjour nous permet de découvrir les talents des humoristes et je voudrais dès à présent profiter de cette opportunité pour inscrire le département d'Aboville pour le prochain Bonjour 2023. Heureuses, les populations ont tenu à exprimer leur reconnaissance à leur premier magistrat pour l'initiative. J'ai aimé Bonjour 2022 à la mairie d'Abobo. Franchement, je suis très heureuse. Kanya Camara, elle est très gentille. Franchement, ça s'est bien passé. C'est dans cette convivialité que Kandia Camara a assuré les populations de sa commune du retour des Bonjours en 2023 à Abobo. Et puis, dans l'actualité internationale en Russie, de nombreuses entreprises occidentales ont suspendu leurs activités et sont de plus en plus nombreuses à hâter leur départ du pays. Les dirigeants européens réunis en sommet ont conclu hier lundi 30 mai à Bruxelles un accord sur un embargo frappant le pétrole russe et en prévision une 6e vague de sanctions contre Moscou. C'est la fin de ce journal à suivre tout à l'heure sur RTI 1, votre émission Le Débat. Elia Nervo et ses invités vont nous parler des dispositions pratiques à prendre en cette saison des grandes pluies afin d'éviter les affres des inondations. Très bonne fin de soirée sur nos antennes et à demain.